Bienvenue à une nouvelle vidéo de Vadrouiller sur Porto, visitez porto.com. Cette vidéo et certaines qui suivront sont sur le thème et la défense des commerces de tradition. Je m'explique. Vous avez plusieurs façons complémentaires de découvrir une ville. Tout d'abord, à travers celle qui n'est pas visible, c'est-à-dire comprendre son histoire, son âme, ses origines, ses particularités, ses anecdotes. Comprendre par exemple cette rue, pourquoi elle est si identitaire, cette rue des marchands. Vous avez bien sûr à votre disposition des supports écrits, mais les visites guidées comme celles que je propose sont les façons les plus vivantes d'en savoir plus. À travers ce qui est visible, c'est-à-dire son architecture, son art, qui reflète une évolution sociale, économique, politique, etc. Mais cela, le plus souvent, requiert des explications, d'autant plus que certains éléments ne sont peu ou pas accessibles seuls. Bien sûr, à travers sa gastronomie, l'expression visuelle, olfactive et gustative de nos coutumes. Et enfin, vous avez les commerces de tradition qui reflètent le savoir-faire local. Souvent centenaires, parfois même transmises de génération en génération, elles ne demandent qu'à être découvertes. Et ça tombe bien, car le Portugal est rentré dans un boom touristique depuis un peu plus de 10 ans, et c'est tant mieux. Mais il y a un énorme mais. En effet, le succès touristique fait, entre autres, exploser le prix de l'immobilier, des loyers qui finissent par asphyxier les commerces de tradition quand ces derniers ne sont pas propriétaires des murs. Au profit de qui? Des enseignes internationales, des boutiques de souvenirs sans identité locale ou des commerces d'alimentation. Et c'est bien là tout le paradoxe, car les touristes ne viennent pas en se disant « Tiens, j'ai faim, je vais au Portugal ». Ils veulent découvrir ce qui différencie, c'est-à-dire son histoire, son âme, sa vie quotidienne et bien sûr son savoir-faire à travers les commerces de tradition. On se doit donc de défendre ces commerces si traditionnels à Porto. De son côté, la mairie de Porto, que l'on devine derrière moi, a créé un espèce de label pour protéger ces établissements de l'appétit touristique. Ce label répond à certains cahiers des charges, des critères qui grosso modo sont liés à leur originalité, leur savoir-faire, leur longévité, etc. Mais ce qui est intéressant est que cela a été accompagné d'une certaine protection juridique qui, toutefois, possède ses limites. À mon niveau, je vais aussi essayer d'y contribuer en créant des vidéos sur le thème des commerces de tradition de Porto, en rajoutant quelques autres commerces que j'aime bien et que je trouve tout aussi intéressants. Chaque vidéo sera sur une typologie de commerce différent et bien sûr au Portugal, on se devait de commencer par un café. Je vous invite ainsi à découvrir certains cafés historiques de Porto. Allons-y! Venez découvrir les maisons de tradition de notre ville qui sont très jolies, très anciennes. Bien, pour commencer, je vous emmène au café à Brasileira, mais vous avez vu, avant ça, je me suis rendu chez le coiffeur, parce qu'évidemment, quand on rentre ici, il faut être assez distingué. Coiffeur qui, lui aussi, va apparaître sur une autre vidéo sur le thème des commerces de tradition. Et ça, vous verrez ensuite pourquoi. Allez, on va rentrer. Aujourd'hui, prendre un simple café dans un café est un geste complètement banal. Mais quand on regarde bien, seulement de plus en plus habituel à partir du début du XXe siècle. L'historien et chercheur César Santos Silva, qui a écrit plusieurs livres dont un sur les cafés de Porto, a pour coutume de dire que grosso modo, il y a les cafés avant 1900 et les cafés après 1900. Avant 1900, c'est pas vraiment des cafés, c'est des espèces de tavernes, de bistrots, pas très soignés, chics ou accueillants. Mais après 1900, ces espaces deviennent de plus en plus le reflet de l'émergence d'une classe sociale, la volonté de s'affirmer socialement, politiquement parlant, un peu comme on l'observait déjà à Lisbonne,
mais d'une façon générale, dans les grandes villes de l'Europe occidentale, c'est la belle époque. Donc, au début du XXe siècle, prendre un café, c'est plutôt un geste bourgeois, mais peu habituel. C'est tellement vrai que ce café, à Brasileira, la brésilienne, a offert le café en tasse durant 13 ans à tous ceux qui venaient ici acheter un produit. C'est pour vous dire à quel point on n'avait pas cette habitude. Il faut dire que le cofondateur, Adriano Teles, qui revient du Brésil avec dans ses valises le café brésilien, d'où le nom, est très en avance sur son temps en termes marketing, un visionnaire. Il avait un slogan qu'il fixait sur les murs de Porto, disant le suivant: « O maior café é o da brasileira ». Le meilleur café, c'est celui de la marque La Brésilienne, tellement mythique et historique que 3 ont été conservés encore aujourd'hui. Ici, il faudra attendre les années 30 pour avoir cet espace très belle époque, art nouveau, très soigné. D'ailleurs, 2 petites plaques sur les côtés témoignent de ce qu'il pouvait y avoir avant. Il est écrit en portugais « S'il vous plaît, ne crachez pas par terre ». C'est pour vous dire l'ambiance qui régnait avant. Et d'ailleurs, c'est écrit en tout petit en bas de la plaque sur la droite « LP, Ligue portugaise de la prophylaxie sociale ». C'est une association créée en 1924 à Porto et la première du genre au pays qui faisait de la prévention de problèmes de santé publique. Et il est vrai que cracher par terre, c'était pas très hygiénique. Mais cette ligue a d'autres histoires que je vous raconterai durant une visite guidée. Et enfin, les cafés avaient souvent des particularités, comme ici d'être fréquentés régulièrement par les hommes politiques. Mais les hommes de droite s'asseyaient à gauche et les hommes de gauche s'asseyaient à droite. Donc si vous êtes politique et que vous venez ici au café à Brasileira, n'oubliez pas de vous asseoir à l'opposé de vos convictions. Le café Guarani, qui date de 1933, est devant l'avenue couronnée par l'hôtel de ville. Le nom provient d'une tribu Guarani qui, à la fin du XVIIe siècle, constitue la meilleure nation indigène d'une partie du Brésil, mais également partie du Paraguay, Uruguay, Argentine et Bolivie. Le bas-relief de Henrique Moreira et les peintures de Graça Moraes en sont ainsi allusives. Mais c'est aussi bien sûr un clin d'œil à la fois culturel et historique à notre ancienne colonie, le Brésil, qui rapidement devient un grand producteur de café. Mais ce café devient connu rapidement pour le café des musiciens, car de nombreux concerts y sont organisés avec fréquence. Je suis un client très régulier du café Guarani. J'aime beaucoup son architecture moderne, mais également sa tranquillité. Enfin, tranquillité, ça n'a pas toujours été ainsi, comme vous pouvez le juger sur cette photo, et c'est assez logique vu sa localisation devant l'avenue des Affaires. Le Guarani est classé Porto de tradition. Et n'hésitez pas non plus à venir ici déjeuner ou dîner, car il fait aussi office de restaurant. Une façon de vous alimenter et d'alimenter surtout l'histoire de la ville de Porto. Alors évidemment, parler des cafés et ne pas parler du café Majestic, ce serait comme aller à Paris et ne pas voir la Tour Eiffel. Nous sommes rue Sainte-Catherine, une des rues les plus célèbres de Porto. Ces zones qui se développent au-delà de la Grande Muraille au deuxième moitié du 18e, 19e siècle. Mais miser sur ce café en 1922, date de son inauguration le 2 décembre 1922, c'est pas forcément un pari gagné sur cette période extrêmement instable en termes économiques et politiques. Je vous explique cela en rentrant à l'intérieur, car franchement, il vaut le coup d'œil. En effet, en 1922, c'est pas forcément un pari gagné. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 1910, qui est le début de la République, le 5 octobre 1910, et le 28 mai 1926, qui est le début de la dictature militaire, en 16 ans, le Portugal a connu 45 gouvernements. Donc c'est une situation très difficile en termes politiques, économiques également après la Première Guerre mondiale, mais les hommes veulent montrer leur position sociale, économique, culturelle, capitaliste, politique. En 1922, on est dans la période Art Nouveau, la Belle Époque, on est dans cette période d'affirmation. Et donc, il est vrai que ce café va être un espace extrêmement réussi, considéré à l'époque comme le plus beau café de la péninsule ibérique et aujourd'hui un des plus beaux cafés du monde. D'ailleurs,
D'ailleurs, ce café fait facilement penser au restaurant Le Train Bleu Paris, gare de Lyon, ou la brasserie Excelsior à Nancy. Aujourd'hui, quand on rentre au Café Majestic, on s'imagine qu'il fonctionne à merveille depuis le début jusqu'à nos jours. Alors que non. Il faut savoir que dans les années 90, le café ne fonctionnait plus du tout, il a fermé ses portes, il était sur le point de devenir une banque, et c'est un certain monsieur Barrias qui le rachète et remise sur ce café qui sera réinauguré en 1994. Mais là encore, c'est pas un pari gagné, car en effet, Porto rentre dans un déclin accéléré à partir des années 80, pour tout un tas de raisons, mais disons que le centre se vide au profit de la banlieue. C'est une désertification et une décommercialisation. Monsieur Barrias rachète le café Guarani, qui lui aussi avait fermé. Grâce à lui, on bénéficie encore aujourd'hui de ce café qui est devenu une icône au niveau local et au niveau international. La spécialité de ce café est le pain perdu, accompagné d'un verre de vin de Porto. C'est une véritable merveille. N'hésitez pas à goûter. Bien, pour le prochain café, direction l'estuaire du Douro sur l'océan Atlantique en utilisant le célèbre et historique tram électrique. Pour vous y rendre, vous avez deux possibilités avec les deux seules lignes électriques qui existent à Porto, à savoir la ligne 18 et la ligne 1. La ligne 18, derrière moi, commence au pied de la tour des Clérigos et la ligne 1 commence au bord du fleuve devant l'église San Francisco. Les deux vont au même endroit, au même terminus. Vous pouvez ainsi faire l'aller avec l'un et le retour avec l'autre. Et si vous savez déjà que vous allez faire un aller-retour, achetez de suite en montant sur le wagon un aller-retour qui vous sera plus économique que deux voyages uniques. La ligne 18 est très intéressante car vous partez sur une partie haute, descendez, rejoignez le fleuve que vous longez jusqu'à son terminus 25 minutes après. C'est aussi joli qu'historique, croyez-moi. Voilà, en sortant du tram, vous n'êtes pas tout à fait devant l'océan, on est à peine 10 minutes à pied. Faut-il encore traverser un jardin qu'on appelle le jardin do Passeio Alegre, la balade joyeuse en quelque sorte, datant de 1888, de cette période qu'on appelle aussi la période du romantisme, où une certaine élite sociale donne de l'importance au côté balnéaire, loisirs, détente. C'est un peu la Côte d'Azur de Porto. D'ailleurs, je provoque souvent les gens en disant « Allez aux toilettes publiques », vous allez vous rendre compte que la faïencerie y est très distinguée. Pas étonnant de trouver ici le café suisse datant de 1874. On va se rapprocher. Le chalet suisse a été inauguré en 1874 par un certain Anton Carneiro dos Santos. Carneiro voulant dire bélier, donc pas étonnant d'y trouver au sommet du toit un bélier qui est fièrement dressé. Il changera ensuite 2 fois de propriétaire et la deuxième fois par un concitoyen suisse, d'où le surnom qui prend rapidement le chalet suisse. Chalet qui donne donc un côté assez exotique, un côté un peu d'évasion, assez récurrent de cette période de la deuxième moitié du 19e siècle, la période donc du romantisme. Très proche du chalet suisse, vous avez également le café Mourel, qui est Porto de tradition. Il date de 1964 et tenu par la même famille depuis 1972. Les hommes politiques, les artistes fréquentent avec régularité ce café. N'hésitez pas à savourer leurs cakes, c'est leur spécialité. Ils sont divins.
Allez, retour à Porto Centre avec le même moyen de transport, le tram électrique. Je reprends la ligne 18 pour deux autres cafés très intéressants, vous allez voir. Donc pour le prochain café, vous allez voir, je ne suis pas allé très loin. De nouveau, nous voilà au pied de la tour des Clérigos, qui est juste derrière moi. Et si je tourne un tout petit peu, nous voilà derrière moi, le café de la Porte des Oliviers. Il est tenu d'une façon très familiale et pourtant c'est le plus ancien café de Porto, datant de 1853, la Porte des Oliviers. Parce que justement, il était adossé à une des portes de la muraille médiévale du XIVe siècle, la Porte des Oliviers. Et pourquoi la Porte des Oliviers? Évidemment parce qu'il n'y avait que des oliviers devant ici, qui ont commencé à être retirés à partir de 1611 pour des raisons que je vous expliquerai en visite guidée. En tout cas, le mot olivier persiste car c'est un toponyme qu'on retrouve encore aujourd'hui, notamment à travers la pharmacie de la Porte des Oliviers, le café Muraille, entre autres. Il est intéressant de rentrer à l'intérieur car l'historique est mis en valeur. Datant de 1909, sa proximité avec les établissements d'enseignement supérieur font de ce café l'antre des étudiants universitaires. C'est tellement le cas qu'après la conclusion de leurs études, les étudiants plaçaient sur les murs des plaques de remerciements. Les murs en sont tapissés. Ce café est surtout connu pour son surnom, le café Piwolho, le café des poux. L'origine n'est pas très consensuelle, mais une des explications est liée à la concentration du nombre d'étudiants dans un espace aussi petit, surtout quand ils sont habillés avec leur habit traditionnel des étudiants universitaires, tout en noir, chemise blanche et tout en noir, avec des capes noires. Alors de loin, on aurait l'impression que c'était un amas de poux. Classé Porto de tradition, c'est un très bel espace d'histoire et de confraternisation. À quelques mètres du café Guarani, vous avez aussi le café Cical, qui a été classé Porto de tradition en 2024. Datant de 1947, il est notamment connu pour cette peinture de Antonio Bess, mais surtout pour ses azulejos artistiques et contemporains de Julio Rezende. Encore une jolie manière de concilier à la fois pause café et découverte artistique. Très intéressant également, c'est la confaiserie du Boulao qui date de 1896, Porto de tradition et qui mérite le détour. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors vous avez compris, l'idée était de mettre en valeur les boutiques traditionnelles, les boutiques qui ont marqué l'histoire de la ville de Porto pour son originalité, dans ces cas les cafés. Mais bien sûr, il y a d'autres cafés intéressants, plus ou moins anciens, plus ou moins récents, parce qu'après tout, il faut bien commencer un jour. Mais l'idée essentielle est d'encourager le tourisme durable, le tourisme intelligent, pour faire travailler les commerçants locaux. Allez, à très bientôt pour d'autres aventures et pour d'autres thèmes.